Dans une lettre à Schiller, Alexandre von Humboldt définissait l'objet de sa recherche comme l'étude, je le cite, de l'habitabilité progressive de la surface du globe, un processus qu'il entendait comme la façon dont les humains avaient peu à peu transformé leurs environnements pour les plier à leurs usages et former des écosystèmes au sein desquels ils étaient devenus des forces décisives. Si Humboldt voyait la Terre, je le cite encore, comme un grand organisme vivant où tout est connecté, anticipant ainsi l'hypothèse Gaïa de Lovelock, il était clair aussi pour lui que les hommes étaient partie prenante de cet organisme et que, de ce fait, l'histoire naturelle de l'homme était inséparable de l'histoire humaine de la nature. Pourtant, 2 siècles plus tard, la question qui se pose avec urgence est: comment avons-nous enclenché un processus qui va rendre la Terre non pas de plus en plus habitable, mais de moins en moins habitable? Et comment faire pour enrayer ce mouvement? Que s'est-il donc passé entre le constat optimiste de Humboldt que, je le cite encore, toutes les forces de la nature, dont les humains, sont entrelacées, et le constat de plus en plus manifeste que ce qui ne s'appelait pas encore à son époque l'Anthropocène est devenu le symptôme et le symbole d'un terrible échec de l'humanité? Eh bien, il s'est passé au moins 2 choses. D'abord que l'anthropisation de la Terre, qu'observait déjà Humboldt, a atteint un seuil critique dans des domaines qu'il n'avait pas prévus: le réchauffement global, l'érosion de la biodiversité, l'acidification des océans, la pollution des eaux, des terres, des sols. Il est même possible de considérer les activités humaines récentes dans le domaine biologique comme étant devenues la pression de sélection dominante. Des produits nouveaux comme les antibiotiques, les pesticides, les OGM se conjuguent à la dissémination de nouvelles espèces dans de nouveaux habitats, à la circulation d'agents pathogènes aptes à sauter les barrières d'espèces, à la monoculture intensive et aux effets sélectifs de températures plus élevées de l'atmosphère et des océans pour altérer les processus évolutifs. Comme l'écrit le spécialiste d'écologie marine Stephen Palumbi, je le cite: « Les humains sont maintenant la plus grande force évolutionnaire sur la Terre. » La deuxième différence par rapport à l'époque de Humboldt, qui était lui-même, il faut le rappeler, un précoce observateur des ravages du colonialisme ibérique, eh bien, c'est qu'une petite partie de l'humanité s'est entre-temps approprié la Terre et l'a dévastée pour assurer ce qu'elle définit comme son bien-être, au détriment d'une multitude d'autres humains et de non-humains qui payent chaque jour les conséquences de cette rapacité. Ce n'est donc pas l'humanité en général qui est à l'origine de l'Anthropocène. C'est un système, un mode de vie, une idéologie, une manière de donner sens au monde et aux choses, dont la séduction n'a cessé de s'étendre et dont il faut comprendre les particularités si l'on veut en finir avec lui et tenter ainsi de défléchir certaines de ses conséquences les plus dramatiques. Je voudrais revenir un moment sur ces 2 événements multiséculaires. C'est la durée d'un clin d'œil à l'échelle des temps géologiques, avant d'envisager les réformes de nos manières de penser qui pourraient conduire à de nouvelles manières d'être. En quoi consiste cette nouvelle étape de l'histoire de la Terre que l'on a coutume d'appeler Anthropocène? Qu'a-t-elle de nouveau par rapport au mouvement continu d'anthropisation de la planète dont les effets sont visibles dès les débuts de l'Holocène? Car l'on sait à présent que même les écosystèmes des régions qui paraissent avoir été peu affectées par l'action humaine avant la colonisation européenne, comme l'Amazonie ou l'Australie, ont été transformés en profondeur au cours des 10 derniers millénaires par les techniques d'usage du milieu, en particulier l'horticulture itinérante sur brûlis, la sylviculture, les feux de brousse sélectifs, et quelques millénaires auparavant par cet événement majeur que fut l'extinction de la mégafaune du Pléistocène
dont l'ampleur fut considérable dans certaines régions du monde, en particulier en Australie et dans les Amériques, suite à l'arrivée des premiers occupants humains. Pourtant, au sein de ce mouvement continu d'anthropisation, qui a affecté de nombreuses dimensions des environnements, notamment la densité et la distribution des espèces animales et végétales, l'Anthropocène se distingue, au premier chef, par les implications de l'action humaine sur le climat et par l'effet en retour de celui-ci sur les conditions de vie sur la Terre. Tout indique en effet que nous sommes au bord d'une rupture majeure du système de fonctionnement de la Terre, dont les conséquences peuvent être envisagées à grands traits au niveau global, sans que l'on sache encore très bien comment elles vont se traduire localement dans l'inévitable bouleversement des modes d'existence qu'elles vont engendrer. Et si les sciences sociales ont un rôle à jouer dans cette ère qui s'ouvre, à la fois comme outil d'analyse et comme réflexion sur des futurs différents, c'est qu'elles sont capables de jouer sur différentes échelles de temps et d'espace afin de saisir toute la gamme des transformations qui va affecter, quand cela n'a pas déjà commencé, en différents lieux et pour différents collectifs d'humains et de non-humains, les manières d'habiter la Terre. Ces jeux d'échelle se donnent à voir dans l'amplitude des écarts entre les diverses définitions de l'Anthropocène, en fonction des dates qui sont proposées pour le début de cette période géologique. Alors je dois d'abord reconnaître que j'ai mis longtemps à percevoir le caractère catastrophique au sens littéral du terme que présentait le réchauffement climatique et à mesurer la différence de nature qui existait entre, d'une part, l'anthropisation continue de la planète depuis bien avant l'Holocène et ce que des chercheurs de plus en plus nombreux dans les sciences de la Terre appellent l'Anthropocène. Ah, j'avais des excuses à cela. Depuis 40 ans, j'étudie en anthropologue les interactions entre humains et non-humains dans des régions de la planète qui étaient pour l'essentiel demeurées à l'écart des effets directs de la révolution industrielle sur les écosystèmes terrestres. Et je n'avais donc guère besoin d'être convaincu que la plupart des biotopes ont été affectés en profondeur par l'action humaine. Pour en revenir à un exemple qui a beaucoup retenu mon attention, à savoir la composition floristique de la forêt amazonienne, on sait que celle-ci a été, on sait maintenant, c'est un savoir récent, qui date d'une vingtaine, trentaine d'années, a été profondément transformée au cours des 10 derniers millénaires par les manipulations végétales et les pratiques culturales des Amérindiens, avec le résultat qu'à taux égal de diversité d'espèces, les zones affectées par l'action humaine présentent une densité beaucoup plus élevée de plantes utiles à l'homme que celles où il a été peu présent. Donc il serait absurde de raisonner ainsi qu'on l'a beaucoup fait à une époque, comme si les populations humaines dans cette région du monde avaient dû s'adapter sur les plans social, culturel, technique, à des écosystèmes qui seraient demeurés indemnes de toute influence anthropique. Bref, anthroposphère, biosphère, géosphère ne m'ont jamais paru séparés, et si la chaire que j'occupe dans cette auguste maison, comme l'a rappelé Jean-François Kervégan à l'instant, s'appelle « Anthropologie de la nature », au grand étonnement d'ailleurs de quelques-uns, c'est bien parce qu'il m'avait paru nécessaire de donner à cette conviction un affichage terminologique manifeste. J'ai pourtant fini par prendre conscience que l'anthropisation et l'Anthropocène ne sont pas du tout la même chose. La première, l'anthropisation, elle résulte de ce mouvement de coévolution des humains et des non-humains, ininterrompu depuis 200 000 ans, qui a façonné la Terre en altérant les écosystèmes et leurs conditions de fonctionnement de façon parfois irréversible et avec des effets régionaux non intentionnels. Par exemple, on peut penser à l'incidence de la déforestation sur les cycles climatiques locaux ou de l'agriculture intensive sur la structure des sols. Là, on songe par exemple au dessèchement de la forêt ombrophile à Bornéo ou au Dust Bowl aux États-Unis. Par contraste, l'Anthropocène désigne un effet systémique plus global auquel
les altérations d'écosystèmes locaux contribuent sans doute pour une part, mais dont le résultat général est une transformation cumulative et en voie d'accélération du fonctionnement climatique de la Terre, transformation dont les conséquences vont se faire sentir pendant un grand nombre de siècles, voire de millénaires, et qu'il n'est pas absurde de faire remonter au début de la révolution industrielle vers 1800. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas impossible que des altérations écosystémiques régionales, comme la chute des défrichements suite à l'effondrement démographique des Amérindiens consécutif à la conquête européenne, ou des événements géophysiques locaux comme les éruptions du Tambora, par exemple, en 1815, ou du Krakatoa en 1883, aient pu avoir des incidences sur les équilibres climatiques globaux. Mais celles-ci, me semble-t-il, sont demeurées faibles et de courte durée. Le premier événement auquel je viens de faire référence mérite que l'on s'y attarde un moment. En effet, deux géographes anglais qui sont probablement dans cette salle puisqu'ils doivent intervenir cet après-midi, Simon Lewis et Mark Maslin, ont récemment fait la proposition intrigante de retenir la date de 1610 pour le début de l'Anthropocène en raison d'une légère baisse de la concentration de CO2 atmosphérique de l'ordre de 7 à 10 parties par million, observable dans la calotte glaciaire antarctique pour la période qui va de 1570 à 1620. Et cette baisse proviendrait de la chute massive des essartages en Amérique du Nord et surtout en Amérique du Sud après l'invasion européenne, suite à l'anéantissement des 9/10 de la population autochtone par les maladies infectieuses, les tueries et la réduction en esclavage. Et il en aurait résulté la régénération spontanée de millions d'hectares de couverture végétale, contribuant ainsi à une augmentation de la séquestration du carbone par la végétation. La corrélation est plausible et elle souligne, à contrario, s'il en était encore besoin, l'importance des transformations écosystémiques et géochimiques que des manipulations végétales par les humains sont en mesure de produire. Toutefois, même si la cause hypothétique indirecte des variations en CO2 fut évidemment effroyable, l'amplitude de celle-ci demeure relativement faible, peut-être trop faible pour être distinguée à coup sûr des variations naturelles. Ce sera l'occasion d'une discussion scientifique intéressante, j'imagine, dans les 2 jours qui viennent. On peut en dire autant, je pense, des 2 éruptions mentionnées plus tôt, celle du Tambora et celle du Krakatoa. Leur impact fut notable à l'échelle de la planète. Il fut même dramatique, par exemple, dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, où l'on conserve la mémoire des famines que l'abaissement des températures a provoquées, sans que ces événements aient bouleversé pour autant de façon durable les équilibres climatiques à l'échelle de la Terre. Autrement dit, la date la plus plausible pour faire débuter l'Anthropocène demeure les commencements de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, et c'est d'ailleurs celle que les inventeurs du concept d'Anthropocène, Paul Crutzen et Eugene Sturmer, ont eux-mêmes retenu lorsqu'ils ont fait démarrer leur nouvelle ère géologique avec le perfectionnement par James Watt de la machine à vapeur. Qualifier l'Anthropocène comme une transformation globale du système de la Terre, débutant il y a un peu plus de 2 siècles, présente à la fois un avantage et un risque pour les sciences sociales, et plus généralement pour la façon dont les communautés humaines font face à cette transformation. Je ne parle pas ici des débats entre spécialistes des sciences de la Terre sur l'existence ou non, autour de 1800, de ce qu'on appelle un point stratotypique mondial, plus communément appelé clou d'or ou golden spike en anglais, c'est-à-dire un marqueur géologique incontrovertible définissant les limites entre 2 strates géologiques. La définition consensuelle d'un clou d'or, sans nul doute importante pour que la Commission internationale de stratigraphie de l'Union internationale des sciences géologiques ratifie l'Anthropocène, ce qui n'est pas encore le cas,
comme une authentique époque géologique, n'est en revanche pas centrale pour les questions que les humains se posent quant aux causes et aux conséquences des bouleversements environnementaux. Plus crucial, beaucoup plus crucial, est l'identification des responsabilités et des réponses à apporter. Quel collectif d'humains et de non-humains? Quel type de pratique et d'être? Quels modes d'existence sont-ils la cause de quelle sorte d'interaction et d'altération des interactions entre géosphère, biosphère et anthroposphère? À quelle échelle d'espace et de temps ces phénomènes se produisent-ils et comment ces échelles s'emboîtent-elles? De ce point de vue, assigner la fin du XVIIIe siècle au début de la nouvelle ère géologique est une initiative positive car elle permet de dissiper le flou qui entoure la définition du mystérieux anthropos qui donne sa dynamique à l'Anthropocène. Ce n'est pas l'humanité tout entière qui est à l'origine du réchauffement global ou de la 6e extinction des espèces, quelle que soit l'incidence des actions des Indiens d'Amazonie, des aborigènes australiens ou des peuples autochtones de l'ère circumboréale sur les écosystèmes qu'ils ont contribué à façonner. Ce ne sont pas eux qui sont la cause de l'augmentation d'1/3 de la concentration atmosphérique en CO2, de l'acidification des océans ou de la fonte des glaciers. La cause principale de l'entrée dans l'Anthropocène, je l'ai dit en préambule, c'est le développement depuis quelques siècles, d'abord en Europe occidentale, puis dans d'autres régions de la planète, d'un mode de composition du monde que l'on a diversement appelé, selon les aspects du système que l'on souhaitait mettre en évidence, capitalisme, révolution industrielle, technosphère ou technocène, modernité, naturalisme. En quoi consiste ce système? Il est d'abord fondé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sur l'affirmation d'une différence de nature et non plus de degré entre les humains et les non-humains, une différence qui met l'accent sur le fait que les premiers, les humains, partagent avec les seconds des propriétés physiques et chimiques universelles, mais qu'ils s'en distinguent par leurs dispositions morales et cognitives. Le résultat, eh bien, c'est l'émergence d'une nature hypostasiée vis-à-vis de laquelle les humains se sont mis en retrait et en surplomb pour mieux la connaître et la maîtriser, principe directeur d'une ontologie que j'ai appelée naturaliste et dont les prémices sont antérieures au développement exponentiel des sciences et des techniques qu'elle a rendu possible à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle. Sur ce socle ontologique s'est greffé un basculement dans la nature et dans l'usage de l'énergie. Depuis des millénaires, les sociétés agraires reposaient sur l'énergie solaire, c'est-à-dire sur la photosynthèse de diverses espèces de plantes et sur leur conversion en nourriture et sur l'énergie fournie par l'action dirigée des humains et des animaux. Les piliers de la vie étaient donc la terre et le travail, des ressources longtemps demeurées inaliénables, comme l'anthropologie économique nous l'a appris depuis bien des décennies. Le développement du capitalisme marchand et le système colonial puis impérialiste, sur lequel ce capitalisme marchand s'appuyait, ont permis la diversification globale des sources d'énergie, de matières premières et de biens manufacturés, en même temps que leur péréquation grâce à la monnaie. Tout devenait convertible en argent, et les différences de coûts de production rendues possibles par le transport à bas prix des marchandises transformèrent celles-ci en une source de profit financier considérable. Donc non seulement, comme Marx l'avait bien vu, l'argent dérivait désormais du transfert des marchandises au lieu d'en être un simple moyen, mais encore celui-ci devenait l'instrument permettant d'obtenir une énergie bon marché déconnectée du contrôle de la terre agricole. On entrait ainsi de plain-pied dans l'illusion majeure des 2 derniers siècles, la nature comme ressource infinie
permettant une croissance infinie grâce au perfectionnement infini des techniques. En ce sens, la machine de Watt n'est pas tant la cause première de l'entrée dans l'Anthropocène que le premier résultat de l'accélération des échanges marchands, accélération qui rendait nécessaire le contrôle des énergies fossiles, désormais plus importante pour la production et le transport que l'énergie stockée dans les êtres vivants. Il n'y a là rien de nouveau, je le confesse, mais il faut rappeler cela sans relâche pour signaler encore et toujours que le présent est le résultat d'une histoire humaine de la nature tout à fait singulière et non le résultat inéluctable du développement des ingéniosités et des découvertes scientifiques. Passons maintenant aux difficultés que recèle le concept d'Anthropocène. Le principal vient de sa globalité. Si l'Anthropocène n'est pas l'anthropisation, si la nouvelle ère géologique signale l'irruption d'une nouvelle science des interactions terrestres, qui, comme nous le rappelle Clive Hamilton, qui est ici aussi parmi nous, qui n'est pas donc l'agrégation des savoirs sur les écosystèmes, les géosystèmes et les anthroposystèmes, alors que faire de ces savoirs sur les écosystèmes localisés? Que faire de ces savoirs locaux? Comment les intégrer pour mieux comprendre les effets à différentes échelles des boucles de rétroaction connectant transformation environnementale, changement climatique, évolution des communautés biotiques et pratiques humaines? L'écologie et l'anthropologie nous montrent les immenses difficultés que rencontrent des disciplines qui se donnent pour tâche de décrire et de modéliser au niveau local d'un écosystème ou d'une communauté humaine les comportements et les interactions d'un très grand nombre d'agents dans un très grand nombre de situations. Comment imaginer une science qui serait capable de le faire à l'échelle de la planète en respectant chaque niveau de pertinence et chaque mode interagentivité. Celle-ci, me semble-t-il, reste à construire sous la forme d'une vaste intelligence collective, et c'est sans doute l'un des défis les plus pressants que nous lance l'Anthropocène. Mais surtout, la globalité de l'Anthropocène conduit à s'interroger sur les réponses cosmopolitiques que l'on peut apporter aux bouleversements systémiques affectant la Terre. On peut comprendre que des phénomènes se déployant à une échelle globale requièrent des mécanismes globaux, c'est-à-dire interétatiques, comme le GIEC ou comme la conférence des parties sur le réchauffement climatique, dont la 21e session va se tenir à Paris dans quelques jours. Et ceci afin de parvenir à des mesures palliatives. Vu l'état du monde, on voit mal comment procéder autrement à court terme. Mais outre que les citoyens de la Terre sont tenus en lisière de ce genre de mécanisme, la plupart des altérations environnementales se situent en général à une toute autre échelle et requièrent donc une autre échelle d'analyse et une autre échelle de mobilisation. La dévastation d'un territoire amérindien par l'exploitation pétrolière en Amazonie, la pollution d'un bassin versant par une compagnie minière au Népal, la contamination de la faune marine par des déchets radioactifs au Japon, la pollution des eaux par les nitrates en Bretagne, tout cela et 1000 autres cas semblables relèvent bien d'un écocide général, d'autant plus insidieux qu'il n'est pas véritablement concerté, qui ne peut être combattu pourtant qu'au niveau local par les collectifs d'humains et de non-humains concernés au premier chef. Et pour des raisons politiques, à la fois politiques de la connaissance et politiques de l'action, il me semble donc périlleux de dissocier le destin systémique de la Terre et le destin des collectifs d'humains et de non-humains qui sont exposés de façon variable du fait de leur situation
sur le globe et dans les réseaux de la mondialisation, qui sont exposés tant aux conséquences du réchauffement climatique qu'à d'autres sortes d'atteintes écologiques et de spoliation territoriale. Donc le réchauffement global, il est sans doute global à l'échelle des sciences qu'il étudie, mais il prend des formes distinctes pour les collectifs d'humains et de non-humains, selon les lieux qu'ils habitent et selon les moyens dont ils disposent pour en défléchir certains effets. Bref, nous sommes tous bien embarqués sur le même bateau, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'être confinés dans les soutes, les premiers à être noyés en cas de naufrage, ou sur le pont des premières classes à proximité des canaux de sauvetage. Alors, il y a quand même une chose que nous pouvons faire collectivement pour altérer peut-être la route du bateau, à long terme sans doute, mais avant qu'il ne soit trop tard, et c'est d'en changer les moteurs et le mode de navigation. Nous sommes des chercheurs, et si nous pouvons être utiles, c'est aussi et surtout en tentant de bouleverser notre vision scientifique de la manière dont nous habitons la Terre, en espérant que nos idées se diffuseront au-delà des laboratoires, des amphithéâtres, des institutions de savoir et des revues savantes. De ce point de vue, il me semble qu'il faut repenser en profondeur 3 processus qui jouent un rôle central, tant dans les relations entre humains que dans les rapports qu'ils entretiennent avec les non-humains. La manière dont les humains s'adaptent à leur milieu de vie, la manière de se les approprier et la manière de leur donner une expression politique. Commençons par l'adaptation. J'éprouve depuis longtemps déjà, je l'ai dit tout à l'heure, une méfiance non déguisée vis-à-vis, pour un anthropologue de la nature c'est normal, vis-à-vis du fonctionnalisme de l'idée d'adaptation entendue comme une réponse des sociétés à des contraintes environnementales dont la nature et l'expression seraient indépendantes des collectifs humains. Mon expérience d'anthropologue, justement, m'a montré au moins 2 choses en la matière. D'une part, que la diversité des comportements réputés adaptatifs à une même contrainte environnementale est si vaste qu'à peu près toute institution peut être qualifiée d'adaptative. C'est donc un raisonnement à la Pangloss qui dépouille la notion d'adaptation ainsi entendue de toute pertinence scientifique. D'autre part, ce que mon expérience d'anthropologue m'a montré, c'est que le rapport entre conditions environnementales et activité humaine n'est pas gouverné par un modèle simple de type behavioriste, stimulus-réponse, en cela que les humains participent activement, et depuis bien avant le néolithique, à la production des facteurs environnementaux qui affectent leur existence, dans la très grande majorité des cas sans en être véritablement conscients. J'en ai déjà évoqué des exemples, notamment celui de la forêt amazonienne. De fait, et comme c'est aussi le cas pour d'autres organismes, l'adaptation des humains ne s'opère pas uniquement en termes de sélection des individus génétiquement les plus aptes à vivre dans un environnement donné, elle se réalise aussi par l'instauration progressive de niches favorables à certains modes d'existence. Avec l'Anthropocène, toutefois, la coévolution des populations humaines et des organismes non humains subit une double mutation. Ce qui s'était opéré de façon, pour l'essentiel, non intentionnelle et sur une échelle de temps plurimillénaire, nous apparaît soudain, à certains d'entre nous en tout cas, comme réclamant une action volontariste à mener dans des délais très courts. Et le réchauffement climatique devient donc une contrainte environnementale majeure à laquelle les sociétés humaines doivent s'adapter sans qu'elles puissent le faire comme elles avaient procédé auparavant, à l'échelle locale, c'est-à-dire en utilisant toute une panoplie de micro-ajustements à effet rétroactif, grâce auxquels elles avaient progressivement transformé de nombreux écosystèmes de la planète en les rendant plus accueillants à la présence humaine. Par ailleurs, et pour faire face à l'urgence de la transformation climatique,
il nous faut apprendre et propager l'idée encore neuve que notre destinée ne se résume pas à un face-à-face plus ou moins hostile entre l'homme et la nature médiatisé par la technique, ainsi que la tradition moderne a voulu nous le faire croire, mais qu'elle est au fond notre destinée tout entière dépendante des milliards d'actions et de rétroactions par lesquelles nous engendrons au quotidien les conditions environnementales nous permettant d'habiter la Terre. Et une meilleure appréhension de ce processus, à commencer par un enseignement des principes de base de l'écologie scientifique à l'école, nous rendrait plus attentifs à la myriade de connexions vitales qui nous relient aux non-humains, organiques et abiotiques. Toute la question de savoir s'il est encore temps de rendre cette idée acceptable. Passons maintenant à l'appropriation. Grosso modo, depuis le début du mouvement des enclosures en Angleterre à la fin du Moyen-Âge, l'Europe d'abord, le reste du monde ensuite, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante de notre milieu de vie. Pâturage, terres arables et forêts, sources d'énergie, eau, sous-sol, ressources génétiques, savoir, techniques autochtones, etc. D'une certaine façon, la parenthèse communiste ne constitue une exception qu'en apparence, car la propriété collective des moyens de production telle qu'on l'a conçue en Union soviétique ou en Chine ne fut qu'une voie alternative, au fond, de l'appropriation productive de la nature, qui ne remettait pas fondamentalement en cause deux caractéristiques du capitalisme qui sont absentes de toutes les économies non marchandes. D'abord, que des valeurs indispensables à la vie peuvent faire l'objet d'une appropriation, chose inouïe pour un très grand nombre de peuples sur la Terre. D'autre part, que ces valeurs doivent au premier chef être envisagées comme des ressources économiques, c'est-à-dire employées dans la production de marchandises ou devenues telles par destination. Il est donc urgent de redonner au bien commun leur sens premier, non pas tant d'une ressource dont l'exploitation serait ouverte à tous, que d'un milieu partagé dont chacun est comptable. Rappelons en effet, s'il en était encore besoin, que ce que l'on a appelé la tragédie des biens communs est un mythe. Dans l'article qui a donné son nom à cette expérience de pensée, l'écologue Garrett Hardin imaginait une communauté d'éleveurs utilisant un pré communal selon l'intérêt optimal de chacun d'entre eux, le résultat étant que la surexploitation de la ressource, du fait du surpâturage, aboutissait à terme à sa disparition. Or, comme les ethnologues qui s'intéressent aux droits d'usage collectif dans les économies pré-industrielles le savent depuis longtemps, et comme Elinor Ostrom l'a ensuite brillamment montré, l'accès aux biens communs est toujours réglé par des principes localement contraignants qui visent à protéger la ressource au profit de tous. Le problème des biens communs n'est donc pas la propriété commune, c'est la définition des droits d'usage de cette propriété commune. Sans doute est-il plus urgent encore d'étendre le périmètre des composantes intangibles de ce milieu commun collectivement approprié, bien au-delà des objets habituels que j'ai mentionnés auparavant, pour y inclure aussi le climat, la biodiversité, l'atmosphère, la connaissance, la santé et la pluralité des langues ou des environnements non pollués. Et ceci implique évidemment de bouleverser la notion habituelle d'appropriation comme l'acte par lequel un individu ou un collectif devient le titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une composante du monde et d'envisager un dispositif dans lequel ce serait plutôt des écosystèmes ou des systèmes d'interaction entre humains et non-humains qui seraient porteurs de droits dont les humains ne seraient que des usufruitiers ou, dans certaines conditions, des garants. Dans un tel cas, l'appropriation irait des milieux vers les humains et non l'inverse. Et ceci nous conduit au dernier concept
à reformuler celui de représentation. Il s'agit ici, bien sûr, de la délégation de responsabilité ou de libre arbitre, permettant à des agents engagés dans les collectifs d'humains et de non-humains de faire valoir leur point de vue, leur intérêt, quel que soit le terme qu'on emploie, par personne interposée dans la délibération sur les affaires communes. Et du fait notamment de la distinction entre les choses et les personnes héritées du droit romain, cette faculté de représentation n'est à présent accordée de façon directe qu'aux humains. Or, dans l'esprit de ce qui vient d'être dit sur l'appropriation, il paraît indispensable que le plus grand nombre possible d'agents concourant à la vie commune voient leur situation représentée et sous une forme plus audacieuse que celle qui tend maintenant à émerger d'une extension sélective de quelques droits humains à quelques espèces de non-humains, lesquelles espèces présenteraient avec les humains des similitudes en matière d'aptitude cognitive ou de facultés sensibles. On voit pointer les prodromes de ce dernier dispositif, par exemple, dans le souhait que soient accordés aux grands singes des droits spécifiques, je pense ici au Great Ape Project, ou dans l'approbation en 2014 par le Parlement français d'un projet d'amendement du Code civil faisant passer la définition des animaux de biens meubles à êtres vivants doués de sensibilité. Mais l'on voit aussi que ce genre d'extension des droits humains à des espèces animales non humaines est encore très largement anthropocentrique, puisque l'argument employé pour étendre sur ces espèces une protection juridique continue d'être la proximité qu'elles présentent avec les humains et, ipso facto, l'aptitude que certains de ces derniers manifestent à s'identifier, souvent de façon très abstraite d'ailleurs, aux membres de ces espèces. Cela vaut donc pour les chimpanzés, pour les dauphins ou pour les chevaux, mais personne ne songerait à réclamer des droits intrinsèques pour les sardines ou pour le virus de la grippe. On est donc ici dans le domaine de la théorie politique moderne fondée sur ce que Macpherson a appelé l'individualisme possessif, c'est-à-dire cette idée initialement développée par Hobbes et par Locke, selon laquelle l'individu humain est par définition le propriétaire exclusif de lui-même ou de ses capacités et qu'il n'est donc nullement redevable de sa personne à une quelconque instance extérieure ou supérieure à lui-même, que celle-ci ait pour nom la société, l'Église, Dieu, un souverain, un groupe de filiation, etc., comme c'est le cas dans les autres systèmes politiques et juridiques. Dans l'individualisme moderne, fondement des démocraties contemporaines, la société, c'est ainsi la somme des individus libres et égaux qui ne sont liés entre eux que parce qu'ils sont propriétaires de leurs capacités, lesquelles leur permettent de nouer des rapports d'échange librement consentis. Évidemment, l'inclusion d'espèces animales dans ce système de droit individuel gouverné par l'individualisme possessif, en tant que ces espèces seraient aussi propriétaires de capacités analogues pour certaines d'entre elles à celles des humains, peut poser de très intéressantes questions juridiques quant aux modalités de la délégation de pouvoir de ces individus non humains nouvellement institués. Elle ne permettra en aucune façon qu'un plus grand nombre de composantes du monde accèdent à la dignité de sujet politique, puisque cette dignité, du fait des critères anthropocentriques qui la définissent, est nécessairement restreinte à un petit nombre d'espèces animales et à elle seule. C'est pourquoi il faut imaginer que puissent être représentés non pas des êtres en tant que tels, des humains, des États, des chimpanzés, des multinationales, mais bien des écosystèmes, c'est-à-dire des rapports d'un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes,
des milieux de vie donc, quelle que soit leur nature, des vallées, des massifs montagneux, des villes, des quartiers, des littoraux, des mers, etc. Une véritable écologie politique, une cosmopolitique de plein exercice ne se contenterait pas de conférer des droits intrinsèques à la nature sans lui donner les moyens de l'exercer, ainsi que l'a fait, comme vous le savez sans doute, la Constitution de l'Équateur il y a quelques années. Elle s'attacherait à ce que des écosystèmes anthropisés et tout ce qui les compose deviennent des sujets politiques dont les humains seraient les mandataires. Et dans ce dernier rôle, les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent, ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables. Il faut noter qu'une telle conception, qui peut paraître étrange, elle n'est étrange de prime abord qu'au regard des fondements individualistes de notre présent système juridique et politique, car l'ethnologie et l'histoire nous offrent par ailleurs de très nombreux exemples de collectifs dans lesquels le statut des humains est dérivé non pas des capacités universelles, réputées universellement attachées à leur personne, mais est dérivé de leur appartenance à un collectif singulier mêlant indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d'autres êtres encore, tous en constante interaction. Dans de tels systèmes, les humains ne possèdent pas la nature, ils sont possédés par elle. Alors qu'est-ce qui me permet de penser que ces propositions ne sont pas complètement utopiques? Eh bien, mon expérience d'anthropologue, justement, et la connaissance de ce que des systèmes cosmologiques et politiques, cosmopolitiques si vous voulez, des droits d'usage, des modes de savoir et des pratiques techniques ont rendu possible, dans d'autres contextes historiques, le genre d'assemblage que je viens d'évoquer. Je n'ai pas le temps de détailler, évidemment, ici, ces sources d'inspiration. Je vais consacrer, je ne vais plus publicité pour mon cours, je vais consacrer mon cours cette année. Mais ces sources ne sont pas transposables, évidemment, directement, en particulier du fait que la révolution des Lumières, avec la promotion de l'individualisme que j'évoquais il y a un moment, a également apporté avec elle des droits attachés à la personne humaine auxquels nous ne saurions évidemment renoncer aisément. Mais ce que permet en revanche l'anthropologie, c'est d'apporter la preuve que d'autres manières d'habiter le monde sont possibles, puisque certaines d'entre elles, aussi improbables qu'elles puissent paraître, ont été explorées ailleurs ou jadis, montrer donc que l'avenir n'est pas un simple prolongement linéaire du présent, qu'il est gros de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier au plus tôt une véritable maison commune avant que l'ancienne ne s'écroule sous l'effet de la dévastation désinvolte auquel certains humains l'ont soumis.